Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La semaine dernière, le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation a présenté les résultats de l'enquête PISA 2018, un programme international pour le suivi des acquis des élèves, un programme piloté par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et réalisé par l'Instance nationale d'évaluation relevant du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce programme international qui teste les capacités des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit, en sciences et en mathématiques, auquel le Maroc a pris part pour la première fois, a concerné plus de 7000 élèves répartis sur 180 établissements publics et privés en zones urbaines et rurales. Le constat et les chiffres de cette étude sont alarmants. Ils ont entre autres dévoilé que 73% des élèves âgés de 15 ans ou moins ne disposent pas du minimum de qualifications requises pour comprendre les textes écrits dans le cadre de leur programme scolaire. Un taux qui atteint les 76% quand il s'agit des mathématiques. L'étude a aussi révélé un taux de redoublement très élevé, une faible qualification des enseignants et un sous-équipement des établissements scolaires. Et pour revenir sur les principales conclusions de ce rapport, les analyser et les commenter, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype M. Abdelrahman Lehlou, consultant en éducation et formation. M. Abdelrahman Lehlou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, je vous remercie de votre invitation. Tout d'abord, M. Lehlou, les résultats inquiétants de cette étude vous ont-ils surpris ? Bien. Alors, juste un mot avant de vous répondre. Je voudrais commencer par un élément positif. C'est que ce rapport de l'instance nationale d'évaluation qui porte sur les résultats du test PISA de 2018, c'est-à-dire il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, est un acte de responsabilité, c'est un acte de courage, c'est même un acte de lucidité, mais il arrive un peu tard, c'est-à-dire à la veille de la participation du Maroc pour la deuxième fois au test PISA de 2020. Ça va se passer en avril-mai. Oui. Donc, à l'évidence, il n'y a plus rien à préparer. Mais en fait, depuis 4 ans, rien n'a changé. Donc, les résultats de cette deuxième participation du Maroc seront pratiquement les mêmes parce que rien dans les programmes ni dans les curricula n'a changé. Alors là, je vous réponds. Moi, je ne suis pas du tout surpris car en fait, ce que PISA teste n'est pas à l'ordre du jour dans la classe au Maroc, au sein de l'école. Je vais parler avec quelques métaphores. La première, c'est celle-ci. C'est comme dans l'auto-école, vous avez la partie théorique, le code, et vous avez la conduite. Au Maroc, dans les classes, généralement, je caricature juste un peu pour que le téléspectateur comprenne, on enseigne assez correctement le code, mais en fait, PISA teste sur la conduite. Comment voulez-vous qu'on ait d'autres résultats? La structure et l'organisation même de notre processus d'apprentissage ici n'est pas la bonne parce qu'il n'y a simplement pas d'apprentissage. Oui. Et ces éléments d'évaluation du test PISA, qu'est-ce qu'ils interrogent? Ils interrogent la compréhension des élèves, leur capacité à interpréter les mathématiques, ce qu'on appelle le test épistémique, de la capacité de donner du sens à ce qu'on leur enseigne. Alors qu'en fait, chez nous dans la classe, la perception de nos élèves de l'apprentissage qu'ils font est beaucoup plus orientée vers l'assimilation par la mémorisation pour être capable de restituer le jour de l'interrogation. Absolument. D'ailleurs, la direction des curricula rajoute que les tests d'évaluation réguliers dans les classes au Maroc ont tendance à aller vers le niveau moyen des élèves de la classe, ce qui fait qu'il y a un nivellement par le bas. Alors quand arrive disons un test du type PISA qui teste autre chose, je ne suis pas du tout étonné de les résultats. Donc moi, qu'est-ce que je dis? Première chose, stop à la flagellation. Nous sommes en train de nous flageller. Vous savez que la flagellation est une tradition chiite pour se solidariser avec les souffrances de l'imam Hussein. Pourquoi tous les 4 ans, on va se flageller, descendre dans les rues pour partager
la responsabilité de l'opérateur ministériel qui n'est pas en phase avec ce que veulent les standards internationaux. Parce mais que en même temps, c'est la compréhension et l'analyse, pas la restitution. Mais comme vous l'avez dit au début, Monsieur Lahlou, c'est en même temps un acte c'est en même temps un acte de courage, parce qu'au moins ça donne des indicateurs aussi de reconnaître qu'il y a des choses à revoir, qu'il y a un dysfonctionnement et de l'annoncer, de le rendre public. Alors, avant d'aller plus loin dans l'analyse des résultats de cette étude, je voudrais savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, pourquoi l'évaluation de ce test se concentre sur la tranche d'âge 15-16 ans plutôt que sur une autre catégorie? Alors, simplement parce que c'est l'âge de scolarisation obligatoire dans la majorité des pays. Et ça veut dire que, arrivé à cet âge, l'élève ou l'adolescent a pu cumuler suffisamment de compétences pour pouvoir le préparer soit à la poursuite d'études au lycée puis dans l'éducation tertiaire, soit à, s'engager directement dans le monde professionnel. Or, justement, ces compétences ne sont pas acquises parce qu'au Maroc, nous n'avons pas encore acquis et assimilé le raisonnement par les compétences. Vous savez, c'est assez récent dans le monde. C'est à peu près au début des années 90 qu'un grand auteur australien qui s'appelle William Spady a commencé à parler de ce qu'on appelle l'outcome-based education, l'approche par les compétences. En résumé, qu'est-ce qu'il dit? On doit arrêter de dérouler la bande de prestations ou d'animation d'un cours indépendamment de l'élève, mais on doit désormais commencer par définir à l'avance les compétences qu'il doit acquérir à la fin de son processus d'apprentissage et caler tous les enseignements que l'on produit, toutes les animations que l'on fait et surtout l'évaluation qu'on fait de ces apprentissages sur les compétences qu'on a ciblées. Et ça, c'est ce que le ministère se prépare à faire, pour être positif comme vous le disiez. Mais bon, je crois qu'il est plus que temps de se préparer à changer de paradigme. Oui, alors c'est la première fois, comme vous l'avez dit, que le Maroc prend part à cette étude. En fait, c'était en 2018, aux côtés de 78 autres pays à travers le monde. Où se situe le niveau d'apprentissage des élèves marocains par rapport à la moyenne d'apprentissage des acquis dans les autres pays? Mais quand on adopte cette approche-là, on est loin de la moyenne. Eh bien, c'est pas très brillant parce que sur la compréhension de l'écrit, par exemple, le Maroc n'a que 359 points. Il est classé parmi les pays. Alors, l'étude a eu aussi l'intelligence, le rapport de l'instance nationale marocaine a eu la partie, l'intelligence de comparer le Maroc à des pays comparables. Parce que sinon, après, la flagellation est encore plus douloureuse. Mais même comparé à ces pays qui sont proches de nous, nous sommes à l'avant-dernière place pour les mathématiques, à l'avant-dernière place pour la compréhension de l'écrit. Et pour les sciences, nous n'avons que 377 points, c'est-à-dire très très loin de la moyenne. Donc c'est effectivement les résultats qui montrent qu'il y a quelque chose à faire, non pas en corrigeant le programme simplement, mais en revoyant ce paradigme dont je vous parlais, en définissant le profil de l'apprenant. Le paradigme internationalement admis aujourd'hui, c'est qu'on commence par définir un profil de l'apprenant. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat à la fin? On veut des élèves qui soient investigateurs, qui soient communicatifs, qui soient audacieux, qui soient réfléchis, qui donnent du sens à ce qu'ils apprennent, qui soient aussi intègres et altruistes. Tout ça, on ne connaît pas, nous, dans notre programme de provision et restitution. À partir de ce profil, on définit le profil de l'enseignant. Quelles compétences relationnelles doit-il avoir? Quelles compétences individuelles doit-il avoir? Il doit être dynamique, entreprenant, serein, épanoui, communicateur lui aussi, collaborant. C'est un point très important, oui, effectivement. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Absolument. Mais en jouant uniquement sur les contenus et les livres scolaires, ça n'avance pas. Alors, Monsieur Lahlou, l'étude a donné beaucoup d'indicateurs qui sont au rouge pour la plupart. À titre d'exemple, 49% des élèves marocains touchés par l'enquête ont au moins redoublé une fois, au moment où la moyenne des élèves de cette catégorie d'âge ayant redoublé dans les pays couverts par l'OCDE ne dépasse pas les 11%, alors que d'autres pays comme la Turquie, ça c'est les bons élèves, ou la Thaïlande, ce taux ne dépasse pas les 7%. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, Monsieur Lahlou, ce grand écart et ces nombreux dysfonctionnements dans l'apprentissage et le cursus scolaire des élèves marocains? Vous avez cité beaucoup de facteurs, mais le fait qu'on soit loin, je crois qu'il y a 40 ans, on n'était pas, ou 30 ans, on n'était pas aussi loin.
l'école publique en tout cas. Moi, je pense que ce qui s'est produit depuis 30 ans, c'est que le monde environnant est devenu plus exigeant. PISA n'existait pas, ça fait 30 ans. Et personne, ça fait 30 ans, ne testait les compétences finales, la capacité à comprendre, la capacité à donner du sens. C'est pour ça que donc l'enseignement au Maroc était bon, parce qu'on se contentait de ce que les standards internationaux exigeaient. Or, depuis lors, les standards ont beaucoup évolué à une vitesse vertigineuse, exponentielle, et le Maroc est resté sur un paradigme ancien qui est celui de l'inculcation, l'instruction et la restitution pour pouvoir passer de classe en classe. Mais monsieur, le niveau des élèves n'est plus le même. Doit être revu en profondeur. Le redoublement n'a plus de sens. Cette affaire que vous mentionnez, Madame Drori, c'est triste que 50% des élèves ont redoublé au moins une fois dans leur scolarité. Mais pire que ça, ces redoublants, quand ils ont été auscultés par le test, ne sont pas plus performants. Ils sont même moins performants que ceux qui ne redoublent pas. Alors, à quoi ça sert? Il faut revoir foncièrement le principe du redoublement, surtout dans les premières classes. L'élève évolue, il faut s'intéresser à lui, il faut définir son profil et il faut surtout former les enseignants à une vision nouvelle. Parce que redoubler, c'est quoi? J'ai donné des consignes, il ne les a pas comprises, il a obtenu moins de 10, il redouble pour obtenir 10. Oui, c'est traumatisant et dévalorisant pour l'élève aussi, surtout quand on a 6 ans ou 7 ans ou 18 ans ou 8 ans, où déjà être confronté à l'échec à 6 ans ou 7 ans, c'est très dur. Mais je voulais... Madame Drori, vous avez raison, parce que dans la culture marocaine, vous savez comment on l'appelle? On l'appelle Sokot. Ah, Sokot, c'est la chute. C'est la chute. Voilà. Skrat, il a chuté. Mais je voulais, monsieur Lehlou, vous reprendre sur ce que vous avez dit, parce que vous avez dit qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas le programme PISA. Mais permettez-moi de dire qu'il n'y a pas que le programme PISA. On constate, on n'a pas besoin de PISA pour voir que le niveau a beaucoup baissé, le niveau dans les écoles publiques, le niveau des élèves, comment les élèves s'exprimaient, même dans les écoles publiques des zones rurales les plus reculées, même le niveau des élèves n'est plus le même. Un bachelier de 2021 n'est pas un bachelier de 1980 ou 85. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que parce qu'il y a le programme, à mon avis. Absolument, vous avez raison, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a 2 autres facteurs qu'on n'a pas encore mentionnés. Le premier, c'est la responsabilité de l'enseignant en tant que pivot de l'acte d'apprentissage. Et cet enseignant, son profil de compétences s'est détérioré, figurez-vous, depuis 30 à 40 ans, à mon sens. Et il y a le second facteur, c'est la responsabilité de l'école en tant qu'espace fondamental où doit avoir lieu l'apprentissage. Par rapport à l'enseignant, le rapport le dit, les commentaires du rapport l'ont dit, les enseignants n'ont pas un bon niveau de base de formation. 10% seulement, selon l'enquête, ont un master, contre 42% qui est la moyenne de l'OCDE, alors qu'aujourd'hui, dans l'éducation, la norme, ça devrait être 5 ans d'éducation supérieure avant de rentrer dans ce métier. Leur formation initiale est trop courte quand ils viennent avec une licence généraliste. Les 2 ans, alors aujourd'hui avec le nouveau ministère, c'est très bien, il faut saluer ça. On va revenir avec fermeté à une sélection à la base et avec l'accomplissement des 2 années de formation. Mais il fut un temps, et pendant longtemps, où ce n'était que 4 mois de formation effective. La formation continue, c'est-à-dire le développement professionnel est quasi inexistant, le rapport le signale. Donc, or, un enseignant doit évoluer avec l'évolution du temps. S'il n'a pas de formation continue, ou on appelle le développement professionnel, il n'évolue pas. Il lui manque aussi autre chose, le développement personnel, c'est-à-dire ses qualités intrinsèques. Parce que dans les curricula ou dans les programmes de formation de nos enseignants, on s'intéresse au quoi, c'est-à-dire la matière qu'il va enseigner, au comment, la pédagogie et la didactique, mais on s'intéresse peu au qui, son équilibre à lui, son épanouissement. Il y a un adage qui dit que ce que dit l'enseignant ou ce que est l'enseignant parle tellement fort aux élèves qu'ils n'entendent pas ce qu'il dit. C'est parce qu'il dit qui importe, c'est sa personnalité. Il doit être un role model, redoit. Et ça s'est perdu avec le temps, avec la massification. J'ai appris aussi de la direction des curricula qu'il y a un grand effort à faire sur 2 plans. Le premier, c'est les formateurs, ceux qui doivent former, c'est 1500, c'est 15 000 futurs enseignants qui sont produits par an. Et deuxièmement, le rôle des inspecteurs. Une fois sur place, les inspecteurs sont-ils suffisants? Jouent-ils suffisamment leur rôle pour encadrer cet enseignant, pour qu'il puisse
garantir ce maintien de qualité du bachelier, ce maintien de qualité de l'output. Malheureusement, non. Oui. Comme ça a été très bien dit, le rôle de l'inspecteur consiste à venir observer, donner une note, et alors, il faut ensuite accompagner. Moi, j'appelle à ce que le corps des inspecteurs devienne un corps indépendant, comme en Grande-Bretagne, comme en Jordanie, comme ailleurs dans le monde, et ne soit plus solidaire dans disons le meilleur et le pire avec le corps enseignant, qui soit totalement indépendant. Monsieur une inspection réelle pour que l'enseignement puisse évoluer. La formation des enseignants, c'est votre domaine. Et il y a un problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on devient enseignant, ce n'est pas par vocation. C'est souvent une solution de repli pour des licenciés ou des docteurs en chômage, et puis qui vont vers l'enseignement pour avoir un poste, pour avoir... C'est ça ce qui est triste. Et puis, il a le rapport à souligner aussi le gap entre l'âge des enseignants et celui des enseignés. Par exemple, en primaire, on trouve souvent des enseignants qui approchent de la retraite et puis qui enseignent à des enfants de mieux que 6 ans. ça, Madame Drori. On apprend que beaucoup d'enseignants en pré-retraite, proches de la retraite, demandent à être affectés dans les premières classes du primaire. Parce que ce sont des classes réputées être sans stress. Les enfants sont petits, dociles, etc. Or, ça, c'est une catastrophe. C'est dans le plus bas âge, en maternelle et dans les premières années du primaire, que se font les apprentissages fondamentaux, où l'enfant doit être non seulement instruit, mais il doit être accompagné, attentionné, affectionné par un enseignant bienveillant, bien formé, proche de ses soucis et de ses besoins. Et malheureusement, bon, le point positif par contre, par rapport à ce que vous disiez en première partie, c'est que le ministère, aujourd'hui, et pour la première fois, commence à lever, disons, le critère de la méritocratie, que l'on admet dans les CRMF et dans les cycles de formation des futurs enseignants que les meilleurs. On exclut ceux qui ont passé leur vie à essayer d'obtenir une licence, on prend en compte le nombre d'années d'obtention de la licence, on prend en compte les mentions, on prend les meilleurs, et ça a donné déjà de très bons résultats. La preuve, c'est que les résultats du premier test qui s'est déroulé en décembre sont assez exceptionnels. C'est un bon signe, et c'est dans ce sens qu'il faut aller. Mais il faut continuer jusqu'à la fin de la formation, puis ensuite qu'il y ait une formation continue, un développement professionnel régulier de ces enseignants. Oui, et M. Lahlou, les résultats de cette étude sont nuancés parce qu'il y a des différences quand même entre le monde rural et le monde urbain, et des différences aussi entre le public et le privé. Malheureusement, aujourd'hui, le public, on met ses enfants dans l'école publique quand on ne peut pas payer une école privée. Et c'est triste d'en arriver là. Alors, le gap s'agrandit de plus en plus, et il faut peut-être redorer c'est clair, le blason de l'école publique et valoriser l'enseignant, parce que ça passe par la valorisation aussi de l'enseignant sur tous les plans. Ou alors retirer le blason de l'école publique et s'inspirer de l'école privée. Parce que là, ce qui est quand même à noter, il faut être honnête, le rapport lui-même, le rapport PISA, montre qu'il y a un écart notable des résultats des élèves du privé par rapport aux élèves du public et à l'avantage du privé. Par contre, l'étude qui a été préparée par l'instance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a introduit un biais, celui de l'origine socio-économique des élèves. Et donc, elle a éliminé cette variable. Et quand elle élimine cette variable en disant « Ah oui, mais les élèves du privé sont meilleurs parce qu'ils viennent d'origine socio-économique plus développée », l'écart se réduit à 1/3. Ça veut dire c'est pas les écoles privées qui sont meilleures, c'est les élèves qui sont dedans. Mais en fait, c'est complètement aberrant, parce qu'en fait, on tombe dans un raisonnement tautologique. Les familles de faible niveau socio-économique vont dans les mauvaises écoles privées, parce qu'il y en a, et c'est la majorité. Et ceux qui sont aisés vont dans les bonnes écoles privées. Les écoles privées qui n'ont pas les moyens investissent peu dans la qualité des enseignants, peu dans l'accompagnement, peu dans l'encadrement, et donc elles donnent de mauvais résultats. C'est une tautologie en fait. Les élèves des écoles non performantes ne sont pas performants. Il faut s'inspirer des bonnes écoles privées. C'est pas parce qu'elles portent le label privé, parce qu'elles sont gérées elles sont à dimension plus humaine, le facteur management est beaucoup plus présent, disons, elles ont la capacité que les écoles publiques massifiées n'ont pas
de gérer correctement l'enseignement, de cibler l'élève, de mettre au centre du processus d'apprentissage et d'obtenir de meilleurs résultats. Quel est le mal? Moi, je suis même un peu plus radical que ça. Il faut tenter d'encourager des formes d'enseignement partenariaux, pour ne pas dire privatiser le public, et donner des bourses aux parents d'élèves qui vont aller dans le privé. Pour éliminer le facteur d'élimination et de discrimination entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'une école gérée, disons, à dimension humaine, comme c'est le cas dans le privé, est beaucoup mieux gérée qu'une école massifiée. Tout est massifié. Les écoles sont massifiées, les régions sont massifiées, les AREF ont surtout les grandes AREF ont des centaines de milliers d'élèves à gérer, et tout ça ne peut pas donner de bons résultats. Monsieur le dernier axe, parce qu'il nous reste 2 minutes. Alors, entre 2018, l'étude a été faite, PISA en 2018, mais ça n'a été annoncé qu'il y a une semaine, donc 4 ans plus tard. Là, ça pose problème, mais bon. Le Maroc se prépare à participer à PISA 2022. Il s'est passé quand même des choses entre 2018 et 2022. Beaucoup de choses ont changé parce qu'il y a eu la pandémie. Et la pandémie, avec l'enseignement distanciel, qui a encore élargi, aggravé le problème. Moi, je voulais savoir à quel point ces 2 années ont impacté encore plus et détérioré la situation, sachant que l'apprentissage et les compétences entre les élèves en fonction des milieux sociaux sont devenus l'écart encore plus grand entre ceux qui sont équipés d'ordinateurs, entre ceux chez qui le distanciel était un vrai distanciel. Selon vous, est-ce que ces 2 années ont été catastrophiques? Moi, je pense qu'elles ont été véritablement préjudiciables parce que, en conclusion, les 3 grands axes qu'a relevé l'étude, les 3 grands axes de défaillance, c'est celui du personnel éducatif. Ça n'a pas changé. Bien au contraire, pendant le Covid, le personnel éducatif a donné le meilleur de lui-même et se sont véritablement débrouillés pour limiter les dégâts. Le second, c'est les ressources matérielles. Or, elles ont beaucoup fait défaut en termes de quantité et de qualité. Ça s'est beaucoup détérioré pendant la période du Covid. Et l'environnement scolaire. L'environnement scolaire avec les stop and go, mais qui n'étaient pas propres au Maroc, ça c'est propre, général à tout le monde. On fait du distanciel, on fait du présentiel, on fait de l'hybride, on fait journée distancielle, journée... Cet environnement scolaire a perturbé les élèves. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de recul, si tant est qu'on peut encore reculer. Mais encore une fois, si on continue à mesurer des choses qui n'ont pas lieu dans la classe, à savoir la compréhension, l'analyse, les attitudes, l'apprentissage de la vie, alors qu'on enseigne autre chose, c'est-à-dire l'instruction et la récupération et la restitution, ça ne va pas changer. Je voudrais donner l'exemple, vous savez, nous sommes dans l'éducation. Moi, quand j'étais opérateur de l'éducation pendant mes premières années, il y a 30 ans, on faisait chanter des comptines aux enfants, et il y a une très belle comptine en anglais qui s'appelle « There is a hole in my bucket ». Il y a un trou dans mon seau. Et pour boucher le trou, il faut un morceau de bois. Pour boucher le morceau de bois, il faut un couteau qu'il faut aiguiser. Pour l'aiguiser, il faut de l'eau, et le serpent se mord la queue. Il faut arrêter. Le ministère a la capacité d'arrêter ce cercle, disons, pernicieux. J'ai beaucoup apprécié qu'il ait commencé par l'enseignant, par le recrutement et la formation de l'enseignant. Maintenant, il faut véritablement des décisions courageuses pour pouvoir sortir de cette impasse et s'aligner aux standards internationaux. Monsieur Abdelrahman Lahlou, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes consultant en éducation et en formation. Merci, monsieur. Bonne soirée à vos téléspectateurs et à vous aussi. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.